l'an 29 du règne de Ramsès III, dans la chaleur suffocante du mois de Péret, les ouvriers de la nécropole royale de Deir el-Médineh abandonnèrent leurs outils et quittèrent la zone sacrée des tombeaux. Ils s'assirent en protestation au pied du temple funéraire de Thoutmôsis III, scandant une plainte aussi simple que bouleversante. « Nous avons faim. 18 jours ont déjà passé dans ce mois. » Ces artisans, chargés de creuser et décorer pour l'éternité les sépulcres des dieux vivants d'Égypte, n'avaient pas reçu leur ration de blé. Ce moment, consigné dans ce que les égyptologues appellent le papyrus de la grève, rédigé par le scribe Amenacte, est considéré aujourd'hui comme le plus ancien conflit ouvrier documenté de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas un incident mineur, c'était le symptôme d'une fracture profonde dans un empire qui, 3 générations plus tôt, avait semblé indestructible. Le nouvel empire égyptien avait été, pendant près de 5 siècles, l'une des constructions politiques, militaires et culturelles les plus imposantes du monde antique. Fondé sur les ruines de l'occupation Hyksos, au début du XVIe siècle avant notre ère, il avait connu son apogée avec les pharaons de la XVIIIe et de la XIXe dynastie, Thoutmôsis III, qui mena pas moins de 17 campagnes militaires en Asie au XVe siècle avant notre ère et étendit la domination égyptienne jusqu'à l'Euphrate. Hatshepsut, qui rétablit les routes commerciales vers le pays de Punt, Amenhotep III, sous lequel les arts et l'architecture atteignirent une sophistication sans précédent. Et au sommet de cette pyramide de gloire, Ramsès II le Grand, qui régna 66 ans, bâtit Abou Simbel, conclut en l'an 21e de son règne le traité de Kadesh avec les Hittites, le plus ancien traité diplomatique conservé dans l'histoire, et laissa à ses successeurs un empire qui s'étendait de la 4e cataracte du Nil en Nubie jusqu'aux confins de la Syrie. À la mort de Ramsès II, en l'an 1213 avant notre ère, l'empire paraissait encore radieux, mais sous la surface de cette puissance monumentale, des pressions accumulées depuis des décennies commençaient à se faire sentir. Les longues guerres avaient vidé les greniers royaux. Le réseau de cités tributaires en Canaan et en Syrie, maintenu au prix d'expéditions militaires répétées, coûtait plus qu'il ne rapportait. Et sur les frontières occidentales, des peuples que les Égyptiens désignaient collectivement comme les Libyens multipliaient les incursions dans le delta du Nil. Ce fut sous le règne de Méremptah, fils de Ramsès II, que la première onde de choc véritable ébranla le système. En la 5e année de son règne, soit aux environs de l'an 1209 avant notre ère, Méremptah dut faire face à une alliance entre les Libyens, conduits par leur chef Mérei, et une confédération de peuples venus des côtes et des îles de la Méditerranée orientale. Les sources égyptiennes les désignent sous différentes appellations: Peleset, Djeker, Sheklesh, Denen, Weshesh, regroupés par les égyptologues modernes sous le terme de « peuple de la mer », bien que leur identité précise et leurs origines géographiques continuent de faire l'objet de débats académiques considérables. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que ces groupes n'étaient pas une armée organisée au sens traditionnel du terme, mais des coalitions mobiles qui se déplaçaient avec femmes, enfants et chariots cherchant à s'établir dans des terres fertiles. Méremptah les bâtit sur le champ de bataille connu sous le nom de Pillère. Ces inscriptions de victoire, gravées dans la pierre, affirment que plus de 6000 de ses adversaires furent tués et que des membres de la famille royale libyenne furent faits prisonniers. La victoire fut réelle, mais elle ne mit pas fin aux pressions migratoires. Ce mouvement de population à travers la Méditerranée orientale s'inscrivait dans un contexte de bouleversement qui dépassait de loin les frontières de l'Égypte. Entre 1200 et 1150 avant notre ère, l'empire hittite s'effondra. Les cités de Mykense et de Troie furent détruites. Ougarit, le grand port commercial de la côte syrienne, fut rasé. Les historiens modernes débattent encore des causes exactes de cet effondrement général de l'âge du bronze tardif. Certains privilégient les invasions, d'autres les sécheresses prolongées et les famines, d'autres encore les ruptures des réseaux commerciaux interrégionaux. La réalité était probablement une combinaison de tous ces facteurs se renforçant mutuellement.
Ce fut dans ce monde en décomposition que Ramsès III accéda au trône de la 20e dynastie aux environs de l'an 1186 avant notre ère. Il se posa d'emblée en héritier de Ramsès II, dont il emprunta délibérément le prestige en adoptant son nom et en se faisant représenter selon les mêmes conventions iconographiques. Son règne commença sous le signe de la menace extérieure. Dès sa 5e année de règne, il dut repousser une coalition libyenne conduite par le chef Téméhu. Puis, en sa 8e année de règne, soit autour de l'an 1178 avant notre ère, eut lieu l'affrontement qui allait définir son règne, la grande invasion des peuples de la mer, par terre et par mer, l'une des plus importantes opérations militaires du monde antique connue à cette époque. Ramsès III lui-même la décrivit dans les inscriptions de son temple funéraire de Médinet Abou, à Thèbes. Une colonne terrestre de peuples en migration avançait depuis le nord, suivie d'une flotte nombreuse. Les peuples de la mer avaient, selon ces inscriptions, déjà ravagé les pays de Hatti, d'Arzawa, d'Alassia et d'Amurou, avant d'atteindre les frontières égyptiennes. Ramsès III organisa une défense à 2 niveaux, une bataille terrestre à la frontière et une bataille navale dans l'embouchure d'un bras du Nil, que les spécialistes situent généralement dans le delta oriental, bien que le lieu exact ne soit pas identifié avec certitude par l'archéologie. Les reliefs de Médinet Abou décrivent les navires ennemis capturés, les guerriers faits prisonniers, les corps flottant sur les eaux. La victoire égyptienne fut réelle et les peuples de la mer ne parvinrent pas à pénétrer dans la vallée du Nil. Mais la victoire de Ramsès III eut un coût que ces inscriptions triomphales ne mentionnent pas. Les expéditions militaires répétées avaient absorbé des ressources considérables. Les provinces asiatiques que ses prédécesseurs avaient tenues pendant des générations se dérobèrent progressivement. Les garnisons égyptiennes en Canaan, déjà affaiblies sous les derniers Ramsésides de la 19e dynastie, ne pouvaient être maintenues que par des approvisionnements réguliers que le trésor royal peinait à fournir. Le commerce international, dont l'Égypte avait longtemps été l'un des principaux bénéficiaires, était profondément désorganisé par les bouleversements qui avaient détruit ses partenaires commerciaux. Le cuivre de Chypre, l'étain d'Anatolie, le bois du Liban, toutes ces ressources dont dépendaient les ateliers royaux devenaient de plus en plus difficiles à obtenir. À l'intérieur, les structures administratives qui avaient fait la force du nouvel empire montraient leurs premières fissures. Le temple d'Amon à Karnak avait accumulé, au fil des donations royales successives, des terres, des troupeaux, des flottes de bateaux et des milliers de travailleurs. Une étude de la situation foncière consignée dans le papyrus Wilbour, un registre fiscal d'une précision remarquable daté de la fin du Nouvel Empire, révèle que les institutions templières contrôlaient une part croissante des terres cultivables d'Égypte, réduisant d'autant la base économique sur laquelle le pouvoir royal pouvait prélever ses ressources. C'est dans ce contexte d'érosion silencieuse que les artisans de Deir el-Médineh posèrent leurs outils en l'an 29 de Ramsès III. Ces hommes n'étaient pas des paysans anonymes. Ils étaient une communauté d'élite soigneusement sélectionnée pour sa compétence, logés dans un village spécialement construit pour eux sur la rive occidentale de Thèbes, approvisionné directement par les greniers de l'État. Si l'État ne pouvait plus nourrir ses artisans privilégiés, que pouvait-on inférer de la situation du reste du pays? Le scribe Aménacte consigna leurs mots sans phare. Ils avaient faim. Ce n'était pas une métaphore. C'était une réalité documentée, inscrite sur des ostracas de calcaire que les archéologues ont retrouvés intacts 3000 ans plus tard. La grève se répéta. Selon les documents retrouvés, les ouvriers cessèrent à nouveau le travail lors d'années ultérieures du même règne. Les administrateurs locaux tentèrent de négocier, de promettre, parfois d'obtenir des rations en urgence auprès des temples voisins. Mais la cause profonde, la désorganisation croissante du système de redistribution qui était la colonne vertébrale de l'économie égyptienne, demeurait intacte. La gloire de Médinet Abou, dont les murs étaient encore fraîches de leur couleur au moment où les artisans refusaient de travailler, était le dernier grand monument d'un empire qui avait commencé à vivre au-dessus de ses moyens.
Ramsès III continuait à se présenter comme le successeur des grands conquérants, à orner ses murs de scènes de victoire et d'offrandes aux dieux. Mais les registres administratifs racontent une autre histoire. Des rations non versées, des greniers qui se vidaient plus vite qu'ils ne se remplissaient, une administration provinciale de plus en plus livrée à elle-même. La crise n'était pas encore visible de l'extérieur, les frontières tenaient, le Nil coulait, les temples étaient debout. Mais à l'intérieur du système, quelque chose s'était irrémédiablement brisé. Et le pire, pour Ramsès III, ne viendrait pas des armées ennemies. Il viendrait de l'intérieur de ses propres murs. En l'an 32e du règne de Ramsès III, soit aux environs de l'an 1155 avant notre ère, au cœur de la cour royale de Thèbes, un complot fut tramé dont la nature même révèle à quel point le pouvoir pharaonique avait commencé à se fissurer de l'intérieur. L'instigatrice n'était pas un ennemi venu de l'extérieur, ni un général ambitieux sorti des rangs de l'armée. C'était Tiye, une des épouses secondaires du pharaon, qui orchestra avec une précision froide ce que les historiens désignent aujourd'hui comme la conspiration du harem. Son but était d'écarter de la succession le fils désigné par Ramsès III, celui qui deviendrait Ramsès IV, pour placer sur le trône son propre fils, le prince Pentahour. Pour cela, Tiye recruta un réseau de conjurés qui s'étendait bien au-delà des murs du harem royal. Le papyrus judiciaire de Turin, rédigé après les faits et conservé au musée égyptien de Turin, nomme les accusés avec une précision qui laisse peu de doute sur la réalité des événements. Des officiers de rang, des scribes palatins, des superviseurs du trésor royal et même des inspecteurs chargés de la sécurité personnelle du pharaon figuraient parmi les conspirateurs. Certains, selon le même papyrus, avaient utilisé ce que les textes décrivent comme de la magie, des figurines de cire, des amulettes, dans l'espoir d'affaiblir la volonté royale et de paralyser ses gardiens. Le complot visait à s'exécuter lors de la fête de la vallée, une des cérémonies religieuses les plus importantes du calendrier thébain, célébrée au temple de Médine-Abou. La foule, les processions, le mouvement des prêtres et des dignitaires offraient une couverture idéale. Mais la conspiration fut découverte avant d'atteindre tous ses objectifs. Un procès extraordinaire fut instruit. Les textes du papyrus judiciaire nomment 3 tribunaux successifs constitués pour juger les différentes catégories d'accusés. Les condamnations furent sévères, certains furent exécutés, d'autres condamnés à se suicider, d'autres encore mutilés, le nez et les oreilles coupés, avant d'être libérés ou réduits à une condition inférieure. Pentahour lui-même fut condamné à mort, probablement contraint au suicide, selon l'interprétation la plus répandue parmi les égyptologues. Mais le complot avait-il tout de même atteint sa cible? Pendant des siècles, la question resta ouverte. Le papyrus judiciaire rapportait les procès, mais ne décrivait pas explicitement la mort du pharaon. Les sources postérieures laissaient entendre que Ramsès III avait survécu assez longtemps pour voir la justice accomplie, mais sans préciser les circonstances exactes de sa fin. La réponse arriva plus de 3000 ans après les faits. En 2012, une équipe internationale de chercheurs publia dans le British Medical Journal les résultats d'une analyse par tomographie computarisée de la momie de Ramsès III, conservée au musée égyptien du Caire. Le scanner révéla, dissimulée sous plusieurs couches de bandelettes de lin, une blessure profonde à la gorge, une entaille d'environ 7 cm sous le larynx, atteignant la colonne vertébrale. Les experts consultés conclurent que cette blessure, probablement causée par une lame tranchante, aurait entraîné une mort quasi immédiate. La même équipe réalisa des analyses génétiques sur une autre momie retrouvée sans identification dans la cachette DB 320, une sépulture collective où avaient été regroupées de nombreuses momies royales à la fin du Nouvel Empire pour les protéger des pillards. Les résultats révélèrent que cette momie non identifiée, dont le visage était figé dans une expression qui avait intrigué les archéologues, partageait le même profil ADN que Ramsès III. Il s'agissait très probablement de Pentahour, son fils et co-conspirateur. La science moderne venait ainsi de confirmer ce que les papyrus laissaient suggérer.
Ramsès III, le dernier grand pharaon de l'Égypte impériale, avait été assassiné dans son propre palais par les membres de sa propre cour. Son successeur, Ramsès IV, obtint certes le trône qu'on avait voulu lui arracher, mais il hérita d'un empire déjà profondément affaibli. Son règne ne dura que 6 ans. Après lui se succédèrent Ramsès V, Ramsès VI, Ramsès VII, Ramsès VIII, Ramsès IX, Ramsès X et enfin Ramsès XI. 9 pharaons en moins de 8 décennies, dont aucun ne parvint à inverser la trajectoire descendante. Cette succession rapide n'était pas seulement le signe d'une instabilité dynastique, elle reflétait l'impossibilité croissante de gouverner un pays dont les structures fondamentales s'étaient décomposées. Car pendant que les pharaons se succédaient à Thèbes, une autre puissance s'était lentement consolidée dans la même ville. Le grand prêtre d'Amon à Karnak avait toujours occupé une position d'influence considérable dans la société égyptienne. Les pharaons du Nouvel Empire avaient eux-mêmes largement contribué à cette puissance en dotant le temple d'Amon de terre, de bétail, de navires et d'ateliers artisanaux au fil de leurs victoires militaires. Chaque campagne réussie était l'occasion de nouvelles donations aux dieux qui avaient béni les armées royales. Les résultats étaient devenus, à la fin du Nouvel Empire, proprement spectaculaires. Le papyrus Harris I, rédigé sous Ramsès IV pour glorifier les actes de son père. Ramsès III fournit un état détaillé des donations royales au clergé. Ce document extraordinaire, le plus long papyrus égyptien connu, avec près de 42 mètres de longueur, révèle que les temples, et en premier lieu celui d'Amon à Karnak, possédaient des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles, des dizaines de milliers de têtes de bétail, des flottes entières de bateaux de transport et plus de 100 000 travailleurs et serviteurs. Le temple d'Amon à lui seul contrôlait environ 2 à 3% des terres cultivables de toute l'Égypte, selon les estimations des égyptologues modernes. Une proportion qui peut sembler modeste, mais qui représentait une puissance économique considérable concentrée entre les mains d'une institution qui n'était pas sous le contrôle direct du pharaon. Ce fut sous le règne de Ramsès XI, le dernier pharaon de la 20e dynastie, que l'équilibre entre le pouvoir royal et le clergé d'Amon bascula définitivement. Un homme nommé Herihor, grand prêtre d'Amon à Karnak, prit le contrôle effectif du gouvernement du sud de l'Égypte, la région thébaine du Haut-Égypte. Ce qui rend ce basculement remarquable dans l'histoire égyptienne, c'est qu'Herihor ne se contenta pas d'exercer le pouvoir dans l'ombre. Il fit graver son nom dans des cartouches royaux, se représenta en train d'accomplir des rituels que seul le pharaon était habilité à accomplir, et associa son image à celle des dieux dans les reliefs du temple de Khonsu à Karnak. C'était une transgression sans précédent dans le système symbolique et idéologique de l'Égypte pharaonique, qui reposait sur l'idée que le pharaon était l'unique intermédiaire légitime entre les hommes et les dieux. Pendant ce temps, dans le delta du Nil, au nord du pays, le gouverneur Smendes prenait le contrôle du Bas-Égypte avec sa capitale à Tanis. Ramsès XI continuait d'exercer une autorité nominale sur l'ensemble du territoire, mais la réalité du pouvoir était désormais fragmentée entre ces deux pôles. L'Égypte vivait ce que les égyptologues appellent la Yom, Renaissance. Wehem, Mesut, en égyptien ancien, littéralement répétition des naissances. Une période transitoire durant laquelle Ramsès XI régna encore, mais sans jamais reconquérir l'autorité réelle. À la mort de Ramsès XI, vers l'an 1069 avant notre ère, aucun successeur ne prit le titre de pharaon de l'ensemble du pays. Smendes fonda à Tanis la 21e dynastie, qui gouverna le nord de l'Égypte. Les grands prêtres d'Amon continuèrent de contrôler le sud depuis Thèbes. Pour la première fois depuis l'expulsion des Hyksos au XVIe siècle avant notre ère, l'Égypte était à nouveau politiquement divisée, non pas par une invasion étrangère, mais par l'effondrement progressif de ses propres structures internes. Ce n'était pas une chute soudaine, c'était un épuisement systémique. 5 siècles d'expansion, de guerres, de constructions monumentales et de donations religieuses
avait vidé les ressources que le pouvoir pharaonique avait besoin pour se maintenir. Les frontières asiatiques, tenues depuis Thoutmôsis III, furent abandonnées. La Nubie, dont les mines d'or avaient alimenté la splendeur du nouvel empire, échappait progressivement au contrôle égyptien. Les réseaux commerciaux qui approvisionnaient les ateliers royaux en cuivre, en étain et en bois de cèdre avaient été démantelés par les mêmes bouleversements qui avaient détruit les civilisations mycéniennes et hittites. Les historiens modernes débattent de l'importance relative de ces différents facteurs. Certains insistent sur le rôle des changements climatiques. Des études récentes, publiées dans des revues scientifiques, ont mis en évidence une période de sécheresse prolongée dans toute la Méditerranée orientale, entre 1250 et 1100 avant notre ère, qui aurait réduit les rendements agricoles et provoqué des famines. D'autres soulignent la décomposition institutionnelle interne, la concentration progressive du pouvoir économique entre les mains du clergé, l'incapacité des derniers pharaons, ramessides, à maintenir l'appareil administratif provincial. D'autres encore mettent en avant la pression migratoire continue des peuples extérieurs, même après les victoires militaires de Ramsès III. La réalité était probablement la combinaison de tous ces processus agissant simultanément. Ce qui est documenté avec certitude, c'est la conséquence immédiate. L'Égypte de la 21e et de la 22e dynastie n'était plus la puissance impériale qui avait dicté sa loi à la Syrie, à la Nubie et au Sinaï. Elle était devenue un pays replié sur sa propre vallée, gouverné par des dynasties d'origine parfois libyennes ou étrangères, qui s'appropriaient les titres et les formes du passé pharaonique sans en retrouver la substance. L'Égypte pharaonique n'allait pas disparaître. Elle survivrait encore plus d'un millénaire sous différentes formes, jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand en 332 avant notre ère, puis sous les Ptolémées jusqu'à la mort de Cléopâtre VII en l'an 30 avant notre ère. Mais l'Égypte du Nouvel Empire, cette civilisation qui avait produit les temples de Karnak et d'Abou Simbel, la diplomatie de Kadesh et la puissance militaire de Thoutmôsis III, les hymnes à Aton d'Akhénaton et les colossales représentations de Ramsès II. Cette Égypte-là avait cessé d'exister aux alentours de l'an 1069 avant notre ère, non dans le fracas d'une bataille décisive, mais dans l'usure silencieuse d'un système qui avait trop longtemps vécu au-delà de ses limites. Elle laissait derrière elle des monuments qui défieraient l'érosion pendant 3 millénaires, des textes qui nous parlent encore, et une question que les historiens continuent de poser. Comment une civilisation capable d'une telle grandeur a-t-elle pu se retrouver incapable, en quelques générations, de payer les rations de blé des artisans qui creusaient les tombeaux de ces dieux? La réponse n'est pas dans les étoiles, ni dans les malédictions. Elle est dans les greniers vides, les papyrus de procès, les entailles sur les os des momies et les noms des grands prêtres gravés là où seul le pharaon avait le droit de figurer.